Merci David d'être ici aujourd'hui parmi nous. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ton travail, comme il est d'usage dans ce séminaire, je vais brièvement présenter tes travaux avant de te laisser la parole. Alors David Dupuy, tu as soutenu en 2015 une thèse d'anthropologie à l'EHESS sous la direction de Philippe Descola, intitulée « Les murmures de l'ayahuasca ». Parcours rituel et transmission culturelle à Taquihuasi, cette thèse portait sur l'un des principaux centres chamaniques d'Amazonie péruvienne, à savoir la clinique Taquihuasi. Et plus précisément sur le parcours rituel qui est proposé à une clientèle internationale, c'est-à-dire usage ritualisé de plantes émétiques ainsi que de l'ayahuasca, le célèbre breuvage psychotrope d'Amazonie, retraite dans la forêt, séminaire, etc. L'un des principaux enjeux de ta recherche était de comprendre comment les participants et participantes aux activités proposées à Taquihuasi en venaient à s'approprier l'interprétation de leurs problèmes, c'est-à-dire maladies et malheurs, en termes de possession ou d'infestation, c'est-à-dire en tant qu'attaque de forces malveillantes et souvent invisibles. Pour ce faire, tu as réalisé un travail ethnographique d'ampleur. Tu as passé 18 mois à Taquihuasi et plus précisément décrit la façon dont les participantes au séminaire de ce centre en venaient à acquérir des compétences transformant leurs relations avec leur propre perception et états mentaux. Alors ce travail a donné lieu à de nombreuses publications. Je ne citerai que 4 articles. En 2017 est paru dans les archives de sciences sociales des religions un article intitulé « De la liane à la croix, transformation institutionnelle, innovation rituelle et socialisation des hallucinations dans un centre chamanique d'Amazonie péruvienne ». En 2018, dans le journal de la Société des Américanistes, l'ayahuasca et son ombre, l'apprentissage de la possession dans un centre chamanique d'Amazonie péruvienne. En 2019, dans les cahiers de l'anthropologie sociale, apprendre à voir l'invisible, pédagogie visionnaire et socialisation des hallucinations dans un centre chamanique d'Amazonie péruvienne. Et en 2020, dans Psychotrope, l'article dont est issu, ou était issu, parce que je crois que le titre de la présentation a changé. Non, mais c'est bien ça. Ouais, d'accord. Est issu le titre de la présentation d'aujourd'hui, le rite hallucinogène comme technique du soi, une approche anthropologique de l'efficacité des psychédéliques dans le traitement des addictions. Alors, après ton doctorat, tu as été chercheur postdoctoral à l'université de Durham, au Royaume-Uni, puis au musée du Quai Branly à Paris, avant d'obtenir un poste de chargé de recherche à l'INSERM que tu occupes aujourd'hui. Comme tu le précises sur le site de cette institution, tes investigations portent désormais plus largement d'abord sur la globalisation de l'usage des psychédéliques à travers l'essor du tourisme chamanique en Amérique latine et les études cliniques sur ces substances dans les sociétés euro-américaines, et aussi sur la requalification contemporaine du statut social des expériences dites hallucinatoires sous l'impulsion de mouvements d'usagers de la psychiatrie, comme par exemple le mouvement des entendeurs de voix. Alors, en parallèle de ta recherche et de façon, pourrait-on dire, complémentaire à celle-ci, tu es le commissaire d'une exposition qui rencontre un grand succès aujourd'hui au musée du Quai Branly, intitulée « Vision chamanique, art de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne ». Bon, voilà pour la brève présentation de tes travaux. Je te laisse la parole avant de revenir avec quelques questions. Merci. Merci beaucoup pour ces introductions rituelles. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter mon travail ici. Merci à Nicolas Marquis et Fanny pour leur invitation. Alors, effectivement, je vais vous proposer aujourd'hui de penser ensemble à ce que pourrait être une approche anthropologique de l'efficacité thérapeutique des substances dites psychédéliques, puisque vous savez que il y a tout un boom des psychédéliques depuis maintenant une vingtaine d'années, avec une explosion des essais cliniques qui a démarré d'abord aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, et essentiellement dans le champ du traitement de la santé mentale, notamment les addictions, le stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété de fin de vie, etc. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que les essais cliniques commencent enfin en France. Donc, comme d'habitude, on fait comme les anglo-saxons, mais 10 ans, 15 ans après. Voilà, mais bon, ça commence. Et donc, donc j'ai le plaisir aussi de collaborer avec 2 équipes à Paris pour des essais cliniques sur la psilocybine dans le traitement de la dépression et la psilocybine dans le traitement des addictions. Donc, voilà, qui vont être des nouveaux terrains d'enquête. Et donc, voilà, il y a cette idée que les psychédéliques vont être la nouvelle génération de traitement de santé mentale dans un contexte où, vous le savez peut-être, on manque cruellement de traitements de santé mentale, puisque depuis la découverte des neuroleptiques, des anxiolytiques et des ISRS, les traitements classiques antidépresseurs, on n'a pas trouvé grand-chose. Il y a peu d'inventivité, il y a peu de découvertes récentes dans le domaine de la pharmacologie
à destination des traitements de santé mentale, et avec des traitements actuels qui sont quand même soit très problématiques comme les anxiolytiques, vous savez, Xanax, Lexomil, etc., qui ont quand même des effets indésirables assez importants, notamment l'addiction, ou alors qui sont d'une efficacité qui est assez faible, ou en tout cas limitée, comme les antidépresseurs qui, vous le savez peut-être, sont inefficaces pour un bon tiers des patients dépressifs. Donc les psychiatres sont assez demandeurs de nouvelles substances à ajouter à leur arsenal thérapeutique. Et dans ce cadre-là, voilà, les psychédéliques, qui, vous le savez, historiquement, depuis les années 60, ont été stigmatisés comme des drogues dangereuses, qui peuvent rendre psychotiques, voilà, rendre fous, qui donnent des hallucinations, qui nous rapprochent donc de la psychose, sont en train d'être requalifiés comme des traitements de santé mentale. Avec donc la multiplication de ces essais cliniques. Alors, on continue à... Alors, c'est un peu particulier, les psychédéliques, puisque parmi la grande famille des substances psychotropes, ce sont des substances qui sont, comme vous savez peut-être, les plus sensibles à ce qu'on appelle les facteurs extra-pharmacologiques, c'est-à-dire les facteurs contextuels. Ce qui a été identifié très tôt dès le mouvement de la contre-culture qui a mobilisé les psychédéliques. On a déjà Timothy Leary qui avait posé ce terme de set and setting, c'est-à-dire l'importance de la disposition intérieure, l'état d'esprit dans lequel vous venez quand vous prenez les psychédéliques, et le contexte dans lequel vous prenez les effets de luminosité, de musique, la décoration, etc. Et donc ça a été souligné assez tôt et assez peu pris en compte par les essais cliniques. Donc il y a notamment l'excellent livre de Nicholas Langlitz, Neuropsychedelia, qui problématise tout ça très bien et qui nous montre que finalement on a encore du mal à intégrer cette singularité des psychédéliques dans les essais cliniques qui, vous le savez, sont appuyés sur le modèle, le gold standard des doubles aveugles versus placebo. Et on a du mal à intégrer cette variable extra-pharmacologique. Même si, ce qui est amusant, c'est que quand vous allez dans les grandes messes de la recherche sur les psychédéliques, à l'ICPR, à la Breaking Convention, etc., tout le monde vous parle du set and setting. Mais il n'y a pas de programme de recherche, en fait, aujourd'hui, pour l'instant. En tout cas, il y a des choses qui commencent peut-être en Californie, mais il n'y a pas de programme de recherche sérieux sur le set and setting, une étude systématique. Donc voilà, vous avez des papiers qui vous disent, voilà, les psychédéliques et l'importance essentielle du contexte. Et en fait, bon, on fait un peu mieux que dans les années 50-60, c'est-à-dire qu'on évite de mettre des gens avec des grosses doses de LSD dans des pièces blanches, avec des néons et des gens en blouse blanche qui vous demandent qu'est-ce que vous ressentez. On évite maintenant de faire ça parce qu'on a compris que ça faisait un peu des bad trips. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et pour l'instant, il me semble que cette revendication de la prise en compte des facteurs extra-pharmacologiques, elle est essentiellement incantatoire et pour des raisons évidentes, hein, puisque les modes d'évaluation pharmacologique ne se prêtent pas, pour l'instant, à l'évaluation de ce type de facteurs. Et donc, essentiellement, l'efficacité des psychédéliques qui, comme le disait Nicolas, voilà, bénéficie récemment d'un relatif... mais bon, pour travailler là-dessus depuis quelques années maintenant... c'est un relatif mais important boom, puisque quand même on était dans une situation de stigmatisation très forte. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces choses-là il y a 10-15 ans, c'était même problématique parfois de pouvoir conduire des recherches sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, voilà, maintenant il y a une espèce de boom, là, c'est la ruée vers l'or de tous les chercheurs, là, tout le monde veut travailler sur les psychédéliques. Et donc il y a quand même une requalification importante qui se fait notamment à travers les médias. Et l'efficacité donc des psychédéliques, elle est essentiellement pensée, que ce soit dans les travaux scientifiques, dans la plupart des travaux scientifiques ou dans les médias. Vous voyez ici un extrait d'un truc que je trouvais sur Twitter. Elle est essentiellement pensée à l'aune du neurocentrisme et de l'automatisme pharmacologique. Donc vous avez ces images, par exemple, voilà, qui circulent partout, la placebo versus LSD avec le cerveau. Alors personne ne sait, voilà, moi je ne peux pas vous lire ça, la plupart des gens non plus, d'ailleurs peut-être les professionnels, les neuroscientistes peuvent le faire et encore. Et par contre ces images circulent partout voilà, ça nous prouve que l'LSD est efficace puisqu'on voit ces lumières qui s'allument dans le cerveau. Donc on voit bien que cette efficacité des psychédéliques, elle est beaucoup pensée à l'aune du neurocentrisme et avec des modèles récents qui sont très influents, comme le modèle Rebus de Carr-Harris et Friston, et tout le modèle dont vous avez peut-être entendu parler, du cerveau de The Anthropic Brain, et qui ont essayé de penser l'efficacité des psychédéliques à partir des modèles proposés par Friston.
Et donc voilà, on vous dit, voilà, aujourd'hui, les psychédéliques, c'est efficace parce qu'il y a cette histoire du mode de réseau, du réseau de mode par défaut, etc. Voilà. Et donc, ça change votre cerveau, voilà, les psychédéliques, et c'est pour ça que ça marche, quoi. Voilà. Et avec cette idée quand même d'automatisme pharmacologique, c'est-à-dire que les substances viennent faire des effets dans le cerveau qui font que vous êtes plus dépressif, en gros. C'est quand même ça le narratif qui domine à la fois dans la recherche scientifique et dans les médias. Et on va un peu plus loin puisque les psychédéliques aujourd'hui, c'est pas uniquement pensé comme des traitements de santé mentale, mais c'est aussi littéralement pensé comme une sorte de panacée pour la société occidentale qui, comme vous le savez, traverse de multiples crises et crises assez profondes, telles que le problème de la crise écologique et face à notre incapacité collective à penser des solutions face à la crise écologique, les psychédéliques aussi sont présentés comme une solution. Alors j'étais par exemple à la Breaking Convention, donc une grande messe à Londres de la recherche psychédélique, peu avant le confinement, et vous avez par exemple l'une des cofondatrices du mouvement Extinction Rébellion, qui donc appelait à la désobéissance civile psychédélique. Donc voilà, il fallait prendre des psychédéliques et en donner à un maximum de gens. Voilà, il fallait limite en mettre dans l'eau du robinet, vous voyez, pour que... Parce qu'il y avait cette idée que les psychédéliques vont créer des shifts de nos représentations, notre relation à la nature, et vont permettre du coup indirectement de trouver une solution à notre rapport très problématique aux non-humains. Alors il y a cette idée, alors ça a l'air un peu comme ça évidemment naïf, et pourtant tout ça est appuyé par certains travaux scientifiques, alors qu'ils sont essentiellement des études basées sur des questionnaires, donc bon... On sait ce que ça vaut, mais bon. En anthropologie, on se méfie un peu des questionnaires, alors peut-être moins en sociologie, mais... D'accord, voilà. Alors, tout le monde prétend faire des bons questionnaires, alors on en reparlera. Mais, et donc, il y a ces études qui donc, suggèrent que la prise de psilocybine, du principe actif des champignons hallucinogènes, non seulement a des effets sur la dépression, mais augmenterait notre relation à la nature et carrément baisserait notre goût pour les vues politiques autoritaires. Voilà. Donc, et avec cette idée aussi qui a été développée par Sam Gandy, donc, que les psychédéliques développeraient la biophilie, donc notre tendance à nouer de l'attachement, à attribuer de la valeur aux êtres vivants non humains. Donc voilà, on aurait donc une solution à la fois au tournant autoritaire et nationaliste que connaissent la plupart des pays occidentaux dans la dernière décennie, et à transformer notre relation aux non-humains. Vous voyez, c'est vraiment... ce serait super, quoi. Ça fait envie. Et en même temps, vous voyez, comme cette pub là pour le microdosing, ça nous permettrait aussi, les psychédéliques, de mieux nous concentrer, d'être plus productifs, d'être plus créatifs, d'être plus souples et adaptables dans le milieu du travail. Donc ça permettrait aussi s'adapter aux injonctions du monde du travail dans un contexte de compétition accrue marqué par les crises économiques. Donc ça ferait de nous aussi de meilleurs agents capitalistes. Donc vous voyez, c'est vraiment super, quoi. On peut tout faire avec ça à la fois. Donc on a cette mode du microdosing dont vous avez sans doute entendu parler, qui a émergé au sein des cadres sub de la Silicon Valley, qui ont popularisé donc l'utilisation à des doses subhallucinogènes de ces substances, essentiellement à des fins d'adaptation aux exigences du monde du travail. Donc vous voyez que là, en fait, les psychédéliques, c'est formidable, quoi. Ça fait absolument tout ce dont on a besoin. Bon, vous entendez au ton ironique de mon propos que on va prendre un peu de distance par rapport à ces narratifs dans cette présentation. Et alors, vous voyez qu'ici, là, on est encore dans un narratif basé sur l'automatisme pharmacologique, c'est-à-dire qu'on prend ces substances qui, automatiquement, font de nous de meilleurs travailleurs, nous rendent plus écologistes, nous rendent de gauche, voilà. Et puis, il y a aussi un versant plus négatif de ce narratif de l'automatisme pharmacologique, qui est celui de la manipulation mentale. Donc c'est quelque chose qui a émergé d'abord en France et qui s'est d'ailleurs étendu en Belgique, puisque en Belgique vous avez l'équivalent de la Mivilude, on y reviendra. Et donc c'est cette idée que les psychédéliques pourraient produire des transmissions de croyances de manière automatique, non consentisée, je ne sais pas comment... sans le consentement, quoi, une sorte de viol de consentement. Ah voilà, merci. De manière non consentie, voilà. Et donc ce narratif du brainwashing
qui, vous le savez peut-être, s'enracine dans la lutte contre le communisme dans les années 50 et 60 dans le cadre de la guerre froide, qui ensuite a été appliquée aux minorités religieuses de la contre-culture américaine, et qui est une notion tout à fait non scientifique, hein, cette idée qu'on pourrait comme ça faire laver le cerveau des gens, leur introjecter des croyances de manière automatique, sans leur consentement, sans qu'ils aient aucune réflexivité là-dessus. Donc c'est un narratif qui a été totalement abandonné aux États-Unis et qui est revenu en force en France après certains événements comme les suicides de masse de l'ordre du Temple solaire, des choses comme ça. Et on a un narratif, une nouvelle panique morale qui a émergé au début des années 2000 en France autour des psychédéliques, qui s'est tissée autour de ce motif de la manipulation mentale, avec notamment la prohibition de l'ayahuasca qui a été installée en 2005 seulement en France, au nom d'abord de raisons de santé publique, et puis quand il y a eu des recours de certains groupes religieux qui ont défendu l'usage de l'ayahuasca comme sacrement, des recours au Conseil d'État en France, finalement l'État français s'est positionné en disant face au fait qu'il n'y avait pas d'éléments scientifiques qui étayaient la toxicité de l'ayahuasca ou son caractère addictif. L'État français s'est finalement positionné en disant non mais en fait on l'interdit puisque ça, pour la raison selon laquelle ça pourrait être utilisé comme outil de manipulation mentale par des groupes sectaires. Et donc ça a fait l'objet de rapports de la Miviludes, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui est donc une organisation qui travaille directement auprès du Premier ministre en France. Et vous avez quelque chose d'équivalent en Belgique qui s'appelle, je ne sais plus comment... Ah voilà, c'est ça. Et qui d'ailleurs suit un peu la ligne de la Miviludes, avec en général 1 ou 2 ans de décalage. Et donc voilà, on aurait cette idée aussi d'automatisme pharmacologique avec les psychédéliques qui là, alors là serait plutôt négatif, hein, qui ferait perdre leur autonomie, leur agentivité au sujet, pour leur transmettre des visions du monde de manière automatique et non consentie. Bon, alors, donc on a cette idée de psychédélique comme vecteur de transformation sociale qui donc revient fort et qui en fait nous reconnecte à un narratif déjà ancien, hein, qui date des années 50-60 de la contre-culture californienne autour du LSD, avec, vous vous souvenez, même si vous n'avez pas vécu cette époque, on l'a tous vécu un peu indirectement par la littérature, le cinéma, etc. Ce narratif que voilà, le LSD, les psychédéliques allaient pouvoir transformer un cadre supérieur en col blanc, en hippie, voilà, simplement, et cette idée qu'une dose de LSD, les bus là, qui traversaient les États-Unis, qui distribuaient le LSD, avec cette idée que les hallucinogènes étaient des outils révolutionnaires qui allaient transformer les consciences et vous rendre en somme de gauche, féministe, écologiste, pacifiste, puisque c'était l'un des enjeux importants dans le cadre de la lutte contre la guerre du Vietnam. Et évidemment, ces espoirs ont été douchés à la fin des années 60, et il y a beaucoup de contre-exemples historiques, beaucoup trop de contre-exemples historiques pour pouvoir croire à ce narratif. Par exemple, pour vous en donner un célèbre, la sombre affaire de Charles Manson et de son groupe de disciples, où ils utilisaient beaucoup de LSD, ce qui ne les a pas du tout empêchés de produire une théorie raciste et de lancer une série de meurtres pour initier une guerre raciale aux États-Unis. Vous voyez qu'on est un peu loin quand même de l'idée que les psychédéliques vous rendent de gauche. Et ce qui a été confirmé par des études récentes, notamment les travaux de Brian Pace, qui a étudié l'usage des psychédéliques au sein de groupes néo-nazis ou de groupes d'extrême droite. Et finalement, on arrive un peu à cette idée que les psychédéliques ont une sorte de political pluripotency, et c'est-à-dire que les psychédéliques seraient comme des amplificateurs non spécifiques de croyances, de vision du monde préalable à l'ingestion de la substance. Alors ça n'étonnera pas les anthropologues ou les chercheurs en sciences sociales dans la pièce, puisque les anthropologues qui ont travaillé sur l'usage des psychédéliques, notamment dans les sociétés américaines autochtones, puisqu'il faut savoir que dans le grand panorama des sociétés humaines, les sociétés autochtones des Amériques sont sans doute celles qui ont le plus institutionnalisé l'usage des hallucinogènes. Ça d'ailleurs c'est une vraie question d'un point de vue comparatiste, et c'est une question un peu à l'intestat. Vous voyez pourquoi, alors qu'il y a des hallucinogènes qui poussent un peu partout, c'est à peu près seulement dans les Amériques qu'on a, à l'exception du Gabon, enfin de l'iboga au Gabon ou de la manite en Sibérie, c'est à peu près que dans les Amériques qu'on a
institutionnaliser l'usage des hallucinogènes. En tout cas, il y a beaucoup d'ethnologues qui ont donc documenté l'usage des hallucinogènes au sein des sociétés autochtones des Amériques. Et les études qui ont comparé ces usages ont mis en évidence assez rapidement à la fois l'homogénéité de l'expérience psychédélique au sein d'un même groupe social, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on est attendu, ce qu'on s'attend à voir dans un groupe social, et la variation quand on fait une comparaison interculturelle, c'est-à-dire que on voit ce qu'on s'attend à voir dans certains groupes sociaux et ce qui diffère d'un autre groupe social qui peut être voisin et qui va utiliser éventuellement la même substance. À cette petite quand même nuance près qu'il y a quand même dans l'usage des psychédéliques, dans l'expérience psychédélique, souvent une première étape, cette étape qui est marquée par la perception de composition géométrique, qui est transculturelle, mais ensuite, on y reviendra, les formes plus figuratives qui émergent dans l'expérience psychédélique sont là puissamment façonnées par la culture. Et c'est quelque chose qui avait été déjà identifié par Claude Lévi-Strauss, qui donc nous invitait à voir les hallucinogènes comme des déclencheurs, des amplificateurs d'un discours latent que chaque culture tient en réserve et dont les drogues permettent ou facilitent l'élaboration. Alors ça, on l'avait donc repéré depuis un moment, mais on avait finalement assez peu exploré les soubassements de ce façonnement social de la phénoménologie de l'expérience psychédélique. Alors, moi, ce que je vais proposer d'explorer un petit peu aujourd'hui, donc ce que j'ai appelé la socialisation des hallucinations, c'est-à-dire comment les dispositifs sociaux, les interactions rituelles, discursives notamment, vont façonner la relation à l'expérience psychédélique et son contenu phénoménologique. Et à partir de cette dynamique, en quel sens on peut penser des ressorts de l'efficacité thérapeutique des psychédéliques qui ne soient pas ceux déjà identifiés par la psychologie ou les neurosciences dans lesquels on baigne, comme je vous le disais en introduction, constamment. Alors, je vous propose de faire ça à partir d'une étude de cas ethnographique donc, qui porte sur le tourisme chamanique en Amazonie péruvienne. Alors, vous savez sans doute que à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un gros boom du tourisme chamanique en Amazonie péruvienne, c'est-à-dire des Occidentaux qui sont venus en nombre pour aller participer à des rituels impliquant l'usage de l'ayahuasca. Et alors, cette arrivée massive a eu un impact dans la région assez important avec l'émergence de ce qu'on appelle des centres chamaniques, des institutions qui se sont développées pour accueillir cette clientèle internationale qui vient le plus souvent alors dans le cadre de quêtes thérapeutiques. Souvent, ces Occidentaux viennent pour soigner quelque chose, souvent des choses qui ont résisté à des tentatives thérapeutiques dans leur propre société, donc qui a pu passer par éventuellement la psychiatrie, la médecine, différentes offres de psychothérapie, les TCC, la psychanalyse, etc. Donc le motif thérapeutique est principalement avancé par ses clients, essentiellement des problématiques d'ordre santé mentale, mais aussi voilà, plus existentielles, des deuils, des addictions, des choses comme ça. On a aussi des motifs politiques plus discrètement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces usagers qui vont chercher en Amazonie à la rencontre donc, des autochtones de la région des pistes pour élaborer des relations d'un type un peu différent avec les non-humains. Donc il y a cette idée qu'en allant auprès des populations animistes, indigènes d'Amazonie, on va peut-être pouvoir arriver à apprendre quelque chose sur des manières différentes de se relationner aux non-humains et peut-être par là pouvoir contribuer à transformer la société. Et enfin évidemment des motifs spirituels, puisque ces séjours s'inscrivent dans les formes contemporaines de religiosité occidentale qui sont basées sur des pratiques composites où chaque individu va, c'est des trucs super classiques, on va composer sa propre spiritualité, parce qu'il ne faut pas dire religiosité dans ces cas-là, à partir de un bout de chamanisme amazonien, un bout de chamanisme sibérien avec le tambour, un bout de christianisme, un bout de bouddhisme, de tantrisme, etc. Et chacun se compose sa propre spiritualité. Donc, moi, je vais vous proposer de réfléchir à partir donc du cas de Takiwasi, qui est donc l'un des premiers centres chamaniques d'Amazonie péruvienne et l'un des plus importants en volume de personnes qui le reçoivent, qui au départ est un centre de traitement des addictions qui a été fondé par un médecin français dans les années 90, avec donc l'idée de traiter les addictions en articulant la biomédecine, la psychothérapie, ce qu'ils appellent la médecine traditionnelle amazonienne, donc notamment l'usage de plantes purgatives et de l'ayahuasca.
avec donc ce modèle un peu à la Stanislav Grof, donc l'utilisation psychothérapeutique des psychédéliques, cette idée que l'ayahuasca pouvait soutenir un processus de psychothérapie par l'émergence de phénomènes de catharsis, de régression infantile, de remémoration, etc. Face à l'afflux des Occidentaux partis à la rencontre de l'ayahuasca, Takiwasi a construit donc les séminaires, donc des dispositifs de 2 semaines, a été assez pionnier d'ailleurs dans cette démarche-là, des dispositifs de 2 semaines, donc adaptés au congé des Occidentaux, qui proposent donc l'introduction à des pratiques rituelles, et notamment le rituel d'ayahuasca. Et ça sera mon unité d'analyse pour aujourd'hui. Donc dans ces séminaires, vous avez donc les rituels de purge. Vous savez peut-être qu'il y a toute une pratique du vomissement volontaire en Amazonie, qui se décline notamment par l'usage, mais pas seulement, mais par l'usage de plantes vomitives, comme vous voyez ici le jus de tabac, donc qui est une macération de tabac qui est ingéré dans des contextes rituels et qui va être à Takiwasi utilisé à des fins de purification. Donc on utilise toute une gamme de plantes de purge. La diète, donc, qui est là encore une pratique panamazonienne, qui à Takiwasi va entourer l'usage de certaines plantes, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement psychotropes, et donc c'est un ensemble de prohibitions relationnelles, sexuelles, alimentaires. Donc on s'isole dans la forêt en mangeant en gros du riz bouilli, des bananes plantains bouillies, sans sel, sans sucre, sans gras, sans rien du tout, et personne qui vous parle, et vous n'avez rien à faire à part boire une plante à laquelle on va prêter donc des effets thérapeutiques à la fois au niveau physique, psychologique et spirituel. Et si on fait des diètes plus longues, évidemment, c'est aussi un levier d'initiation chamanique et un vecteur qui permet d'établir des relations intersubjectives avec le végétal, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va se concentrer sur l'ayahuasca, donc qui est... Donc on a à peu près 2-3 rituels de purge dans le séminaire, une diète de quelques jours, 3-4 jours, 4-5 jours, et 3 rituels d'ayahuasca. Donc l'ayahuasca, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, je ne vais pas détailler ni la botanique, ni la pharmacologie aussi, peut-être. Bon, en gros, c'est un mélange de 2 plantes qui permet de produire un DMT, donc un diméthyltryptamine actif par voie orale, donc qui est un hallucinogène très puissant, qui est pris donc à Takiwasi. Donc vous voyez ici, donc ça, on prépare un breuvage donc, qui est assez épais, rouge, brun, marron, un peu sirupeux, très amer, et qu'on va ingérer donc dans, vous voyez, la maloca, qui est la cabane où on prend l'ayahuasca. Et donc vous voyez ici le médecin Jacques Mabi, qui est donc ce médecin devenu chaman, qui dirige les rituels d'ayahuasca. Et alors, le rituel, donc vous voyez ici l'intérieur de la maloca. Et alors, en gros, quelques indications sur le dispositif rituel. Vous voyez ici le cercle, enfin le demi-cercle tracé en rouge, en fait, ce qu'ils appellent là-bas d'ailleurs le cercle rituel. Alors, bon, c'est un demi-cercle qui est donc tracé. Donc tout le monde se rejoint la nuit vers 18h, prend un bain de plantes pour se purifier, se protéger. Et chacun va s'asseoir à sa petite place. Vous voyez, chacun son petit coussin, un seau pour vomir, puisque l'ayahuasca aussi fait vomir. Et Jacques Mabi va donc, comme vous voyez dans la photo précédente, projeter de l'eau bénite, du sel à exorciser, tout le long de cette ligne rouge et entre chaque participant. Et une fois que c'est fait, que c'est tracé, donc le cercle rituel est tracé, et donc il est interdit d'en sortir sans demander l'autorisation. Et si on veut re-rentrer, par exemple, si on a besoin urgent d'aller aux toilettes, il faut prévenir les guérisseurs, et les guérisseurs qui vont vous purifier en vous soufflant du tabac, des parfums, avec cette idée donc que cet espace qui est trouvé à l'intérieur de ce demi-cercle rouge est un espace purifié et protégé. C'est-à-dire que c'est explicité dans la conférence qui précède le rituel d'ayahuasca que cette technique vise à produire un espace qui va être protégé d'attaques, de contamination. Et donc il est très important de ne pas en sortir et surtout de ne pas y re-rentrer sans avoir prévenu. Et qu'à l'intérieur, donc on est protégé, à l'extérieur, il y a donc du danger. Les guérisseurs vont pendant les 6 à 8 heures que dure le rituel d'ayahuasca, vont chanter des chants rituels qui peuvent être chantés en français, en quechua, en espagnol, et vont se livrer à toute une série d'actes rituels qui sont inspirés du chamanisme métis d'Amazonie péruvienne, donc les sopladas, donc on souffle du tabac, des parfums, et voilà, et ça se finit 6 à 8 heures plus tard. Et le lendemain, vous avez quelque chose qui est très caractéristique de ces dispositifs créés à destination des Occidentaux. Là où, dans les contextes autochtones, quand même, il y a très bien souvent un secret ou une discrétion
qui est valorisé sur l'expérience qu'on peut avoir dans la rencontre avec l'ayahuasca. Dans ces dispositifs destinés aux Occidentaux, ça c'est très distinctif, c'est saturé de discours. C'est-à-dire quand vous arrivez au séminaire, on vous explique ce que c'est que le séminaire. Vous arrivez, avant de prendre l'ayahuasca, vous avez une conférence où on vous explique ce que c'est que ça, l'ayahuasca, à quoi ça sert, pourquoi on le prend. Et le lendemain de l'ayahuasca, vous devez rejoindre le groupe en début d'après-midi pour un groupe de parole. Et là, chacun est invité donc en cercle à raconter ce qu'il a vécu devant le groupe. Et seul Jacques Mabi, donc le médecin chaman, autorité rituelle de l'institution, va pouvoir interpréter, commenter l'expérience. Voilà. Et donc, je vais vous proposer de réfléchir à partir d'un cas Princeps. Donc Violaine, qui est donc une jeune fille de 18 ans, française, qui se rend en Amazonie pour régler des histoires de troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, addiction cannabis, et qui donc se présente comme étant passé par la psychiatrie, par tout un tas de séries de psychothérapie sans succès, et donc qui vient à Takiwasi prendre l'ayahuasca vraiment comme ce qu'elle me décrit comme étant la thérapie de la dernière chance. Et donc elle prend l'ayahuasca pour la première fois, et voici donc l'extrait du groupe de parole, du premier groupe de parole qui a lieu le lendemain de la première prise d'ayahuasca. Et vous voyez qu'elle nous dit donc qu'elle se sentait très mal, déprimée, triste, solitude, etc. J'avais froid. Et donc Jacques lui demande, tu riais, qu'est-ce qui te faisait rire? Je sais pas. Et tu pleurais, tu te souviens pourquoi? Non, je sais pas. Alors tu ris, tu pleures, mais tu sais pas pourquoi. Tu dis que c'est la plante qui te faisait rire, mais comment tu sais? Je ne sais pas. Bon, tout ça est très imprécis, ça n'est pas l'ayahuasca. Il y a une présence négative, quelque chose agit à l'intérieur de toi, rien ne devrait se trouver dans ton corps qui ne t'appartient pas. Il y a des choses qui se passent que tu vois pas. Je te demande pourquoi tu ris, je sais pas. Tu ne vois pas ce qui se passe. Il faut aller voir d'où ça vient, les épisodes de vie qui sont à l'origine de l'infestation. Alors ça, c'est une séquence que j'ai vue se répéter de nombreuses fois à Takiwasi, que donc je propose d'appeler le diagnostic d'infestation. Donc vous voyez qu'à partir de l'incapacité de la participante à expliquer le sens de ses propres comportements et diagnostiquer une présence à l'intérieur de cette participante qui est agissante. Et une présence dont il est dit qu'elle est négative et qui agit à l'intérieur d'elle. Alors ça, c'est très très caractéristique de ce qui se passe à Takiwasi, puisque Takiwasi qui part au départ de ce truc un peu Stanislav Grofien, on va utiliser les psychédéliques pour la psychothérapie, etc. En fait, à peu, avec le temps, parce que c'est ça qui est intéressant aussi à Takiwasi, c'est qu'une institution assez ancienne, qui a une trentaine d'années, donc qui a progressivement développé une théorie cosmologique et étiologique qui lui est propre, et qui aujourd'hui s'appuie essentiellement sur la notion d'infestation, donc qui est inspirée de la démonologie catholique, qui est donc une forme mineure de possession démoniaque qui se produit par la réalisation de transgressions, donc pour ne pas dire péché. Vous voyez, donc la sexualité non sacralisée peut vous mener à être infesté, l'usage non ritualisé de psychotropes. Des choses comme ça vont donc, dans la théorie théologique locale, ouvrir ce qu'ils appellent votre corps énergétique, qui va permettre à des entités parasites, surnaturelles, habituellement invisibles, malveillants, de nature démoniaque, d'entrer dans votre corps et de vous influencer, notamment de vous influencer pour produire certaines actions, et notamment pour reproduire les actions qui vous ont mené à être infesté. Voilà. Donc ça, c'est assez illustratif de ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie péruvienne autour de l'ayahuasca. C'est-à-dire que vous avez ces institutions qui émergent et qui vont articuler des éléments de théorie cosmologique et étiologique très divers, avec vraiment beaucoup de créativité. Et à Takiwasi, typiquement, on va articuler des éléments qui proviennent de la biomédecine, de la psychothérapie d'inspiration jungienne, de la psychanalyse d'inspiration jungienne, de la démonologie catholique, du chamanisme amazonien, etc. Dans des formes très très idiosyncrasiques, comme vous le voyez ici. Alors, donc vous voyez, diagnostic d'infestation, diagnostic qui se répète beaucoup quand même. C'est-à-dire que quand même à Takiwasi, tout le monde en fait est un peu appelé à se découvrir infesté. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors voilà, moi quand j'étais parti sur le terrain la première fois en 2008, il y avait à la fois beaucoup de fascination autour de l'ayahuasca et beaucoup de moquerie, comme vous savez, sur toutes ces thérapies alternatives. Et il est de bon ton de prendre les gens qui s'y livrent, qui y croient,
comme voilà, de sortes de gogo, New Age, naïfs, voilà. Et moi, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est très différent. C'était pas du tout ça. C'était qu'au contraire, je voyais des gens tout à fait modernes qui, comme de bons modernes, comme dirait Latour, ne veulent surtout pas être des croyants, hein, et donc qui mettaient systématiquement à l'épreuve les propositions cosmologiques et théologiques des spécialistes rituels. Et donc je vous donne là un exemple rapide d'un autre participant qui lui aussi fait l'objet d'un diagnostic d'infestation et avec qui donc j'échange un petit peu et donc alors vous voyez que lui il a une hypothèse tout à fait différente. Il est très critique du diagnostic qu'il lui proposait puisqu'il nous dit que finalement c'est une sorte de paranoïa de Jacques Maby, voilà, que ce sont des projections et puis d'ailleurs que c'est un bon business, hein, c'est bien de dire que tu es possédé, ça veut dire qu'il y a du travail à faire, de l'argent à gagner. Mais bon, on voit que quand même Adrien est un peu troublé puisqu'il nous dit, voilà, j'ai fait pas mal de rituels, je travaille au niveau spirituel, c'est peut-être là que j'ai pris certaines choses, peut-être aux Philippines avec des guérisseurs, je sais pas. Apparemment le curé, parce que oui, je l'ai passé, mais il y a une messe avant le rituel d'ayahuasca, il y a un prêtre qui est souvent là dans les rituels d'ayahuasca. Apparemment le curé aussi a vu que j'étais parasité, pour ça qu'il me propose la messe. On va faire ça, je vais faire le truc jusqu'au bout, et il nous dit, voilà, je l'aurais vu, je l'aurais cru, je vais peut-être le voir, j'en sais rien, j'espère que je vais le voir, lui il l'a vu, donc lui Jacques Maby. Moi, je n'ai pas vu, j'attends de voir, c'est le cas de le dire. Alors ça, c'est très intéressant parce que, vous voyez, quand Jacques Maby vous dit vous êtes infesté, évidemment, la clientèle de Takiwasi, ce ne sont pas des catholiques traditionnalistes qui croient à l'existence concrète et tangible des démons. Bien souvent, ce sont plutôt des gens qui s'inscrivent dans le cadre des nouvelles formes de religiosité type New Age, etc. Donc il y a quand même souvent un mouvement un peu critique de cette annonce. Il y en a bien, d'ailleurs beaucoup qui me disaient, moi je suis pas allé jusqu'en Amazonie pour qu'on me raconte des histoires de démons et de voilà. Les gens viennent rencontrer l'ayahuasca. Et donc il y a souvent un mouvement critique et Jacques Maby, en bon réaliste qu'il est, dit oui, bon alors moi c'est ce que je te dis, mais après t'es pas obligé de me croire sur parole. Tu peux tu peux vérifier par toi-même si tu ne me crois pas. Et alors là d'ailleurs tu peux demander à l'ayahuasca ce soir, quand on va reprendre, de vérifier qu'elle te montre les démons. Donc il y a cette invitation à la vérification, et il y a cette recherche de vérification, bien souvent parce que les personnes arrivent dans une situation de persistance du mal et de l'infortune, qui fait qu'il y a quand même là une proposition de théorie étiologique, une proposition d'explication de la causalité de la souffrance. Et donc effectivement, forcément, on peut être intéressé par le fait de vérifier peut-être que cette cause est la bonne, la vraie, qui m'échappait jusque-là. Et donc beaucoup de participants vont rentrer dans cette logique de vérification. Alors donc cette vérification rituelle, Violaine va pas tarder à la vivre, puisque dans le rituel d'ayahuasca suivant, vous voyez, ça c'est l'extrait d'un entretien que j'ai conduit avec elle, qui a suivi son second rituel d'ayahuasca. Donc j'étais à côté d'elle d'ailleurs dans cette scène, c'était assez impressionnant. Et donc elle commence à sentir des trucs dans son estomac, et puis voilà, elle nous raconte comment c'est monté. Ah oui, alors elle se dit oui, c'est dans mon estomac, c'était pour ça la boulimie, etc. Puis c'est monté à la tête. Et alors elle faisait beaucoup de bruit, elle bougeait beaucoup dans le rituel. Or c'est interdit, c'est-à-dire que le rituel d'ayahuasca Takiwasi, il faut rester à sa place, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas parler, il ne faut pas crier. Et donc il commence à lui dire chut quand elle fait du bruit, et puis ça persiste. Et donc à un moment, ils viennent sur elle, comme elle raconte là. Et il commence à mettre ses mains sur la tête, à souffler de l'eau bénite, à réciter une prière d'exorcisme. Et alors là, elle dit voilà, j'ai vraiment perdu le contrôle de mon corps, comme si c'était monté du ventre à la tête pour prendre le contrôle. J'étais chassé de mon corps, je pouvais rien faire, je me voyais de l'extérieur m'agiter, pousser Jacques, grogner, etc. À un moment, je me suis vu avec une queue de démon, le visage de la fille de l'exorciste, vous voyez le film. Je revenais dans mon corps, j'étais expulsé. D'ailleurs, c'était assez impressionnant parce qu'effectivement, comme elle le dit là, des fois, elle revenait avec sa voix habituelle où elle disait je suis possédé, aidez-moi, et ça repartait en grognement. Et on me renvoyait à nouveau. J'ai fini par vomir ce qui était dans l'estomac et j'ai entendu l'ayahuasca me dire que maintenant ma vie allait changer. Bon. Alors effectivement, ça c'est parce que alors l'ayahuasca, on dit que oui, c'est vrai que je peux peut-être dire deux mots des effets psychopharmacologiques de l'ayahuasca. Alors on dit voilà, c'est hallucinogène. Alors les visions ne sont pas automatiques. Déjà, il y a aussi les voix qui sont des éléments très importants. On peut avoir des hallucinations auditivo-verbales. Et c'est pas automatique tout ça. Par contre, il y a une dimension émotionnelle qui est très importante et qui touche un peu tout le monde dans l'ayahuasca. On ressent les émotions de manière très amplifiée. Il y a beaucoup de remémorations aussi, de souvenirs qui sont liés à des fortes intensités émotionnelles qui émergent. Il y a ces effets dissociatifs qui souvent amènent à se voir en métaperspective, donc avec des prises de conscience. Ah oui, tiens, c'est vrai que je suis comme ça, que je me comporte comme ça, etc.
et effets dissociatifs qui peuvent aller jusqu'à des troubles du contrôle moteur que vous voyez là, avec une incapacité de contrôler ses mouvements, etc. Et on peut donc éventuellement avoir des visions qui vont souvent, dans le premier stade de l'expérience, prendre la forme de compositions géométriques un peu fractales, en traits de lumière, iridescents, etc. D'où vont émerger progressivement des formes plus figuratives. Et là, on peut éventuellement rencontrer des êtres qui émergent dans ces formes et avec lesquels on va pouvoir échanger, notamment par le biais de voix. On peut poser des questions, ça répond, etc. Donc on voit ici des troubles du contrôle moteur importants qui sont donc vécus par Violaine comme le signe concret et tangible donc d'une possession, elle utilise le mot, et donc on voit qu'elle nous vérifie de manière concrète et tangible le diagnostic qui lui était proposé au cours du groupe de parole de la veille. Et alors ça concerne plusieurs participants, y compris des participants qui ne vivent pas ces grands troubles du contrôle moteur. Vous voyez par exemple Adrien qui lui se souvient, il revoit dans l'ayahuasca des visages qu'il avait vus dans un morceau de bois quand il avait pris des champignons hallucinogènes en France des années plus tôt. Et donc il dit voilà, je m'étais pas rendu compte à ce moment-là que c'était vraiment entré. Il y a des esprits, donc ça m'avait amusé à l'époque, etc. Mais ensuite, mais dans l'ayahuasca, c'est sorti. J'ai réalisé que c'était pas bon. J'ai compris que je l'avais attrapé en prenant les champignons. J'ai vu en vision, j'ai vomi, etc. On m'a dit de ne pas faire n'importe quoi avec les plantes psychotropes. C'était les serpents, l'ayahuasca, les esprits animaux qui sont passés, qui sont revenus, qui m'ont appris ça. Un autre qui nous dit, la plante m'a dit, tu sais, les trucs spirituels que tu as fait. Alors Tristan, lui, son truc, c'est qu'il était dans des pratiques alchimiques, ésotériques, voilà. Et les trucs spirituels que tu as fait, tu peux pas y aller comme ça. Je vais te montrer tout ce que tu as accroché, tu l'as apporté avec toi. Et là, j'ai vu des démons, des symboles sataniques, des choses comme ça. J'avais l'indication que c'était des choses qui étaient en moi. Vous voyez, ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, on voit un peu l'unité. Et ces deux participants, non seulement vérifient la présence d'agents parasites, malveillants, de nature démoniaque à l'intérieur d'eux-mêmes qui agissent en eux, mais vont avoir aussi une compréhension sur l'origine de ces entités, comment ils les ont attrapées. Donc le premier avec donc un usage sauvage, non ritualisé de plantes hallucinogènes, et le second avec des pratiques ésotériques magiques. Or ça, ce sont deux causes qui sont typiquement formulées au cours des groupes de parole par Jacques Maby, qui va expliquer au groupe comment aussi on est infesté, parce que l'idée c'est aussi d'apprendre à ne plus être infesté une fois qu'on est nettoyé. Donc vous voyez que là il y a vraiment une vérification qui est tout à fait conforme au script proposé par les spécialistes rituels au cours des groupes de parole. Alors voilà, moi j'ai observé donc sur le terrain cette épidémie de possession, d'infestation. Alors je demandais sur le terrain, je demandais du coup mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, notamment après la séance Doc Violaine. Alors j'en ai fait un peu un cas princeps aussi parce que c'était la première fois que j'ai vu ces séquences de possession démoniaque dans les rituels d'ayahuasca à Takiwasi, donc ça m'a laissé un souvenir assez fort puisque quand même je vous rappelle, on est à l'obscurité dans la forêt pendant 6 heures, on a bu nous-mêmes l'ayahuasca, donc voilà, c'est assez impressionnant pour l'ensemble de l'assistance. Et alors les personnes qui ont ces troubles du contrôle moteur, je dirais que c'est à peu près, donc qui ont vraiment ces formes de possession motrice, ça je dirais c'est à peu près 10-20% du groupe, mais on va avoir le motif de l'infestation qui va se disséminer beaucoup plus largement. Voilà. Et donc on voit, je voyais ces gros participants découvrir progressivement donc qu'ils étaient tous infestés, me parler de démons, donc ils découvraient la présence, l'existence. Et donc on me disait, mais alors quand je demandais aux spécialistes rituels et aux gens de Takiwasi, mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc là, ce qui s'est passé hier avec Violaine, et on me disait invariablement, ah bah ça tu sais c'est le monde spirituel, et on a un peu oublié en Occident, mais voilà, l'ayahuasca montre le monde spirituel, voilà, et ça nous met face à des choses qu'on a refoulées dans la modernité occidentale. Ok, fair enough, peut-être. Et donc là, comme tout bon anthropologue, j'ai commencé à faire un peu de ce qu'on appelle de terrain comparatif, c'est-à-dire j'ai commencé à aller dans d'autres centres chamaniques qui ont donné l'ayahuasca, à aller un peu aussi étudier les pratiques autochtones, l'amista autour. Et là, pas de démons, pas de possession démoniaque, voilà. D'ailleurs, c'était assez amusant puisque quand je demandais notamment à des guérisseurs autochtones, mais alors comment ça se fait que là-bas, à Takiwasi, il y a ces histoires de démons ? Alors c'était amusant parce qu'on me donnait soit des réponses pharmacologiques du type « Ah mais c'est parce qu'il donne trop d'ayahuasca » ou « l'ayahuasca est trop fort ». Oui, c'est quand même amusant. Alors moi je m'attendais à des explications très animistes, etc. Non, pas du tout, c'est juste trop d'ayahuasca. Bon. Ou un autre qui m'avait dit
ah mais ça, qui connaissait bien Takiwasi, qui me dit ah non mais ça c'est parce qu'à Takiwasi ils n'arrêtent pas de parler de démons, ils pensent tout le temps aux démons, du coup bah forcément quand ils prennent l'ayahuasca ils voient des démons. Donc la théorie psychologique, hein, voilà, avec c'est une projection psychologique, voilà. Donc bon, et donc en tout cas le comparatisme soulignait la singularité de cette expérience de possession démoniaque et d'infestation dans le rituel d'ayahuasca Takiwasi. Et donc là, je me suis dit que j'avais quelque chose pour explorer les soubassements du set and setting, du façonnement social, du façonnement extra-pharmacologique de l'expérience psychédélique, et que j'avais un cas d'étude vraiment parfait pour explorer ça. Enfin, ça, c'est ce que je raconte aujourd'hui, parce qu'évidemment, au cours de l'enquête, ça se fait de manière beaucoup plus organique. Mais je peux raconter ça aujourd'hui de manière plus ou moins fictive. Mais disons que je me suis très vite concentré sur le façonnement social de la phénoménologie de l'expérience psychédélique à partir de ces histoires de possession à Takiwasi. Alors donc j'ai commencé à demander, donc tous ces gens qui me parlaient de démons, ah bah ok, donc alors les démons, puisque moi j'en avais pas encore vu, alors à quoi ça ressemble? Tu as vu les démons, voilà. Et alors ce qui était très intéressant, c'est que là vous avez donc des exemples de 3 participants différents. Auxquels j'ai pas donné de nom, vous m'en excuserez, mais ils existent. Et donc là, ce qui est intéressant avec ces 3 exemples, c'est que vous voyez qu'il y a une grande diversité. Puisque le premier nous dit, voilà, les démons, c'était des entités qui avaient des sortes d'attributs, donc c'est des chimères, hein, des entités qui ont des attributs d'animaux différents imbriqués les uns dans les autres. Par exemple, une trompe d'éléphant avec des tentacules, des trucs comme ça. Le second, j'ai vu beaucoup de flammes, j'avais chaud, j'ai vu le diable. Qui ressemblait donc le visage d'un vieil homme froissé sur un fond de flamme. Et le troisième, encore plus intéressant, puisqu'il dit les démons sont arrivés, je ne voyais rien de précis. Donc il repère l'existence de la présence des démons sans avoir aucune vision particulière. Donc il ressort de cette comparaison que c'est pas à partir des propriétés phénoménologiques des visions que les participants vont détecter la présence de démons. Donc, à partir de quoi les participants détectaient la présence de démons? Eh ben, il semble que c'est plutôt sur le type d'émotion qui était associé aux visions. Et alors, si on regarde les émotions dans ces 3 exemples, donc voilà, le premier nous dit c'est très laid à regarder, il y a un sentiment, une répulsion. Le second nous dit voilà, j'étais terrifié, c'était horrible, j'étais paniqué. Le troisième nous dit ça me donnait des angoisses terribles. Et donc on voit dégoût, terreur, angoisse. Et alors ça m'a mis sur la piste des groupes de parole, puisque au cours des groupes de parole, en gros, on va proposer plusieurs niveaux d'interprétation de l'expérience rituelle. Alors notamment dans les premières expériences, hein, l'expérience de l'ayahuasca, comme je vous disais, est très forte d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue émotionnel. Très souvent déstabilisante dans les premières expériences, et donc il y a une forte appétence par les participants pour avoir des éléments qui vont leur permettre d'organiser leur expérience, de l'interpréter, de la cartographier. Et donc dans les groupes de parole, les participants vont être assez friands d'éléments qui vont leur permettre un peu d'organiser leur expérience puis de lui donner du sens. Or, c'est exactement à ça que servent les groupes de parole, ça tombe bien, puisque les groupes de parole se présentent comme une aide à l'interprétation de l'expérience, et interprétation qui va aider les participants à s'orienter dans les expériences suivantes, et notamment à pouvoir affiner ce qui s'appelle là-bas l'intention, qui est donc qu'on retrouve souvent dans le cas des psychédéliques, y compris dans les essais cliniques, cette idée que l'expérience est fortement façonnée par l'intention qu'on pose en prenant le psychédélique. Et dans ces groupes de parole, on va proposer plusieurs types d'interprétations. Une interprétation notamment de type psychologique, hein, voilà, avec l'idée que l'ayahuasca est une forme d'expérience projective. Donc je ne sais pas si par exemple vous vous méfiez du spécialiste rituel, de l'autorité rituelle, vous n'avez pas confiance en lui, ou finalement vous dire oui, tiens, ça te renvoie à ta relation à ton père, est-ce que ça fait écho à la relation à ton père, tu devrais travailler, ça te montre que voilà. Les émotions que vous ressentez, tiens, j'étais très angoissé, tiens, voilà, qu'est-ce que cette angoisse, est-ce que ça te dit quelque chose dans ta vie quotidienne, avec cette idée que l'ayahuasca est une sorte d'amplificateur non spécifique, là encore, donc cette idée qui est souvent répétée à Takiwasi, l'ayahuasca c'est comme une loupe qui permet d'augmenter, de voir de manière plus précise les dispositions psychologiques, comportementales qui président à la vie quotidienne.
Et puis il y a un autre niveau d'interprétation qui est appelé la symbolique, donc qui s'enracine davantage dans les modèles jungiens, donc avec cette idée qu'il y aurait des symboles transculturels, universels, auxquels on pourrait accéder dans l'ayahuasca. Donc si tu vois le dragon, et bah tiens, en fait, je peux t'expliquer que le dragon, dans le symbolisme humain, voilà, ça représente ça. Et donc, en fait, donc toute la théorie des archétypes, hein, voilà. Et puis un troisième niveau, qui est un niveau qui est labellisé localement comme spirituel, c'est-à-dire qu'une partie de votre expérience ne relève pas de la psychologie, ni du symbolisme universel, mais peut être expliquée par la présence concrète et tangible d'êtres habituellement invisibles qui manifestent leur présence et leur agentivité au cours du rituel, et notamment les démons. Alors, on va donc, comme vous l'avez vu, les groupes de parole vont dans ce cadre-là être le contexte privilégié de la détection de ces êtres, hein, comme on l'a vu avec Violaine, avec ce diagnostic d'infestation. En fait, tu vis des trucs, tu ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, il y a un truc qui agit en toi qui n'est pas toi. Alors, on va diffuser tout un tas de critères qui permettent de détecter la présence de ces êtres et aussi de discerner, puisqu'il n'y a pas que des démons, hein, évidemment, dans l'ayahuasca et dans la cosmologie de Takiwasi, il y a aussi des êtres, des esprits de la nature, évidemment au premier rang desquels l'esprit de l'ayahuasca, des êtres du panthéon catholique et autres, qui eux vont avoir des vertus plutôt pédagogiques, qui ont des fonctions d'enseignement, de protection, de soins. Et puis il y a aussi les démons. Et alors, on va donc, ça c'est assez intéressant aussi, Takiwasi a réinvesti les critères de discernement spirituel de la tradition catholique, vous voyez, qui servait notamment à discerner qui parle dans l'expérience mystique, est-ce qu'on peut se fier puisque vous avez toutes ces voix aussi dans l'ayahuasca qui vous disent bien souvent comment changer votre vie, il faut changer ta vie, comme ci, comme ça. Donc évidemment, il y a un enjeu important de est-ce qu'il faut suivre ces conseils ou pas. Donc évidemment, il faut comprendre qui parle. Et donc, il y a ces critères de discernement qui vont être diffusés dans les groupes de parole de manière très organique, comme ça, et critères qui sont à la fois sensoriels, émotionnels et cognitifs. Donc, par exemple, les démons peuvent être détectés. Par exemple, Adrien, lui, on a détecté la présence de démons parce qu'il avait froid. Donc, il raconte « j'avais froid pendant tout le rituel ». Et donc Jacques lui dit, je sais pas, on est en Amazonie, il faisait pas particulièrement froid, qu'est-ce que c'est que ce froid? Il dit, j'avais froid, c'est bizarre parce que tu n'avais pas froid avant, tu n'avais pas froid après, il faisait pas plus froid pendant. Il se trouve que l'ayahuasca donne des sensations de variation de la température, mais bon. Donc tu n'avais pas froid avant, tu n'avais pas froid après, et là tu as froid pendant, bon. Et là Jacques lui dit, voilà, ce froid, c'est un froid spirituel. Alors, il lui dit d'abord, voilà, c'est un froid psychologique qui symbolise la peur, donc il faudrait voir de quoi tu as peur, etc. Mais ce froid, c'est aussi un froid spirituel. La présence de démons donne cette sensation de froid. Donc voilà, le froid. Vous avez des critères aussi émotionnels. Donc on vous dit par exemple la frayeur. Si on vous donne des messages qui vous font peur, c'est pas bon, ça vient pas du bon côté. Le dégoût. Les visions dégoûtantes de vermine, etc., c'est le produit de l'agentivité des démons. Et des signes aussi cognitifs, notamment les troubles du contrôle moteur, etc. Et donc on a cette série de critères de discernement qui sont diffusés et qui vont évidemment, vous vous en doutez, avoir des effets sur les expériences suivantes et la manière dont on interprète nos propres expériences dans l'expérience suivante. Si par exemple là, vous voyez, on est dans un groupe de parole ayahuasca et faut savoir qu'il y a un jeu en fait réverbérant qui se répète plusieurs fois entre session d'ayahuasca, groupe de parole, session d'ayahuasca, groupe de parole, qui font qu'en fait on va progressivement organiser l'expérience à partir de ce qu'on comprend des groupes de parole, évidemment avec les autorités rituelles qui sont des autorités épistémiques auxquelles on se livre pour comprendre progressivement ces expériences. Et donc, vous vous doutez bien que, je ne sais pas, si on est là dans un groupe de parole et que Nicolas me parle de froid et que je lui dis, oui, tu sais, ce froid, Nicolas, il y a des démons, c'est des démons qui produisent ça. Non seulement ça va avoir des effets sur Nicolas, mais rappelez-vous que c'est devant tout le groupe. Donc, il y a des effets pédagogiques où chaque personne va prendre cette information et ça va produire évidemment des effets à la fois
d'orientation de l'attention, d'éducation de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a de plus fortes chances que vous repériez ce froid auquel vous n'aurez peut-être pas prêté attention plus que ça dans la session d'ayahuasca suivante, et des effets de réflexivité, où quand vous avez appris ça, évidemment, quand vous avez froid, vous dites « Ah tiens, j'ai froid », et vous avez un double check, vous dites « Ouh là là, attends, j'ai froid ». Vous voyez, ou le rock. Et ce qui donc mène à une transformation des procédures de catégorisation de vos perceptions, de vos émotions, et vous allez progressivement apprendre à lire vos perceptions, vos émotions et vos cognitions, non plus seulement comme les vôtres, mais aussi comme le signe concret et tangible de la présence d'agents surnaturels. On a aussi les règles et les interactions rituelles, je vais passer vite pour ne pas être trop en retard là-dessus, puisque, comme vous l'avez vu, le seul fait déjà de construire un espace rituel comme un espace protégé, purifié, postule en fait implicitement qu'il y a des agents malveillants qui veulent pénétrer l'espace rituel. Et ce qui est très intéressant, c'est que les actions qui visent à produire cet espace purifié et protégé, il est fait dans l'espace rituel et il est redoublé entre le corps de chaque participant. C'est-à-dire qu'on va jeter le sel à exorciser, l'eau bénite, à la fois derrière nous, là, et puis entre Fanny et moi, entre moi et le suivant. Donc on va aussi implicitement postuler la présence de ces agents à l'intérieur du corps des participants. Et puis évidemment, les interactions rituelles, quand vous avez quelqu'un qui a des troubles du contrôle moteur et que la réponse des spécialistes rituels, c'est de venir en récitant des prières d'exorcisme et en soufflant de l'eau bénite, c'est quand même une invitation assez explicite pour tout le monde à interpréter ces troubles du contrôle moteur comme la présence de deux agents antagonistes au sein de Fanny qui s'agitent sans pouvoir se contrôler. Donc ça, c'est un premier niveau de ce que j'ai appelé la socialisation des hallucinations, qui est une manière de reformuler la question du set and setting, qui peut expliquer comment les participants apprennent progressivement à interpréter l'expérience psychédélique, à se relationner à l'expérience psychédélique, à catégoriser certains aspects de l'expérience. Voilà. Mais il y a plus, puisque comme l'illustrent ces magnifiques dessins de participants qui donc décrivent des aspects de leur expérience rituelle, on va avoir aussi un autre phénomène qui va émerger progressivement, comme le fait d'ailleurs d'un apprentissage, c'est-à-dire que les personnes vont de plus en plus commencer à voir ces démons. Donc c'est pas seulement la manière d'interpréter l'expérience psychédélique ou de la catégoriser, mais c'est ce contenu phénoménologique lui-même qui commence à être façonné par les interactions sociales. Et alors ça c'est intéressant parce que moi ce que j'observais c'est que plus les personnes participaient au dispositif rituel proposé par Takiwasi, plus la phénoménologie de leur expérience était façonnée par les catégories locales. C'est-à-dire qu'on voyait avec les gens qui ont fait plusieurs séminaires, parce qu'il y a des gens qui font plusieurs séminaires, alors là, ils voyaient plein de démons. Donc il y avait vraiment quelque chose comme un apprentissage. Et alors ça, donc, qui est un deuxième, il s'agit d'un deuxième niveau de socialisation des hallucinations, qui relève là non pas seulement du façonnement de la relation à l'expérience psychédélique, mais du façonnement de son contenu phénoménologique lui-même. Alors ça nous invite à voir les hallucinations, l'expérience qui compose l'expérience psychédélique comme des projections culturelles. Et donc là, moi je suis allé chercher pour essayer de modéliser un peu ça du côté donc des modèles contemporains, des modèles bayésiens de la perception. Avec donc vous savez, ça pose cette question de ce qu'on appelle la pénétrabilité cognitive de la perception, c'est-à-dire dans quelle mesure nos croyances, nos savoirs, nos attentes façonnent-elles notre perception. C'est le grand débat, ce qu'on appelle la pénétrabilité cognitive de la perception. Alors en l'état actuel du débat, il semblerait que nos perceptions soient assez peu influencées par les croyances, la culture, les attentes, nos émotions, etc., et que ce soit en fait davantage la manière dont on catégorise les qualia, les percepts, qui sont influencés par la culture. Et ça, on peut le voir très facilement quand, par exemple, on va chasser avec des autochtones. Vous voyez, moi, j'étais dans la forêt, je voyais la forêt, vous voyez, une espèce de paquet comme ça. Et alors que je voyais bien que eux, ils voyaient telle essence de plante sur lesquelles il y a tel oiseau, et tel oiseau, en fait, suggère qu'il y a tel mammifère qui est pas loin. Et en fait, ils voyaient toute une arborescence signifiante qui m'échappait totalement. Moi, je marchais dans
la forêt. Vous voyez, et de la même manière, si on prenait un autochtone qui n'est jamais allé en ville, que vous l'emmenez au supermarché, il va avoir les mêmes calias, les mêmes paquets de couleurs, de formes, etc. Mais évidemment, nous, on a tout un tas d'inférences automatiques de catégorisation. Par exemple, le prix, vous voyez, mais ça c'est le prix, c'est pas la même, ce qui n'est pas la même chose que l'objet, etc. La manière dont on organise les perceptions, qui là va être très influencée par nos apprentissages sociaux. Or, il semblerait que pour le cas des hallucinations et de l'expérience psychédélique, on ne soit pas du tout comme dans les perceptions ordinaires. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai posée, qu'au contraire des perceptions ordinaires, les perceptions hallucinogènes sont, elles, très fortement influençables par les attentes, la culture, les croyances, les états émotionnels, etc. Donc ça nous invite à voir les hallucinations comme des projections culturelles, vous voyez, sur le modèle un peu des pareidolie, quand on voit les visages dans les brouillages perceptifs, dans les nuages, etc. Et donc, on a des modèles assez intéressants, les modèles de cognition bayésienne, donc, qui sont assez intéressants pour penser ça, donc notamment donc, qui nous rappellent évidemment que la perception n'est pas la réception passive d'intrants, de stimuli sensoriels, mais le fait d'une sorte de pari prédictif permanent qui se fait à l'aune de nos expériences passées, de nos apprentissages, et qui est très lisible. Par exemple, quand vous entrez dans une pièce obscure et que vous avez, je sais pas, un porte-manteau avec un chapeau posé et un manteau, vous allez bien souvent d'abord voir quelqu'un debout, et puis en quelques secondes ou un quart de seconde, vous ajustez cette perception. Ah non, en fait, c'est pas quelqu'un, c'est un chapeau posé sur un porte-manteau avec un manteau. Vous voyez, on est tout le temps en train de faire ces paris, et la perception est la rencontre comme ça entre nos prédictions, nos attentes qui s'appuient sur nos savoirs et nos expériences passées, et donc la relation entre ces attentes et des stimuli sensoriels. Et donc les psychédéliques, dans cette perspective-là, perturberaient les relations entre prédiction, attente et environnement perceptif, et consacreraient la surimposition des attentes et des croyances sur l'environnement perceptif, et permettraient de produire donc des perceptions qui sont pleinement façonnées par nos attentes. J'espère que c'est clair ce passage-là. Ouais, super. Et donc on voit là que les psychédéliques, pour revenir au début de notre affaire, qui sont bien souvent vus, présentés aujourd'hui comme des outils de transformation sociale, en fait, apparaissent là bien plutôt comme des outils de transmission culturelle. C'est-à-dire comme des vecteurs de transmission non spécifiques d'attentes et d'imaginaire culturel. Alors, on va arriver sur ces histoires de reconfiguration de l'identité, c'est-à-dire une fois qu'on a intégré donc cette théorie étiologique via l'expérience psychédélique, qu'est-ce que ça nous fait, en quoi cette expérience est-elle thérapeutique ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces expériences, ensuite, elles constituent la base de recadrage narratif et de processus de reconfiguration identitaire. Alors, on voit ici Violaine dans le dernier groupe de parole du séminaire, où elle dit, voilà, donc elle qui reparle de sa séquence d'ayahuasca numéro 2. Elle revient sur l'histoire de la possession, elle nous dit, voilà, c'était un cauchemar, donc là, c'est devant tout le groupe. Je ne savais plus comment j'appelais, j'étais possédé, voilà, dominé par des forces maléfiques. Donc là, vous voyez, c'est à la fin du séminaire, elle est en plein dedans. Et donc Jacques lui dit, voilà, est-ce que tu as pu faire des liens entre ton présent et ton histoire personnelle ? Il y a tout un cheminement à faire, comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne, parce que dans ta vie quotidienne, c'est la même chose que dans l'ayahuasca, sauf qu'il n'y a pas la conscience. Il y a des choses que tu fais dans ta vie que tu ne peux pas contrôler, ces choses qui dominent, qui prennent le dessus sur ta volonté, qui t'amènent à prendre des drogues, par exemple, à avoir des épisodes de boulimie, ce genre de choses que tu ne peux pas contrôler. Vous voyez, c'est intéressant. Le spécialiste rituel propose un parallélisme entre l'expérience rituelle et la vie quotidienne, et propose de voir l'expérience rituelle comme un patron expérientiel depuis lequel on peut comprendre le sens de nos comportements quotidiens. Et donc, il part du défaut de contrôle moteur, du trouble du contrôle moteur de Violaine, et il dit finalement, cette absence de contrôle qui s'est bien illustrée dans l'ayahuasca, regarde dans ta vie quotidienne. Et donc là, il la renvoie à toutes ces expériences d'acrasie, de conflit de la volonté, vous savez, ces expériences qui font le sel de la condition humaine, où à la fois, comme disait le poète, je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal. Donc voilà, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Je veux arrêter de fumer, je sais que c'est mal, et en même temps je fume. Voilà, donc ces situations de conflit de la volonté deviennent d'un coup compréhensibles à partir de ces troubles du contrôle moteur qui émergent dans la session d'ayahuasca. Et Violaine de répondre, c'est vrai que ça m'était déjà venu à l'esprit avec la boulimie. Je comprenais pas, c'est comme si je faisais des choses que je voulais pas faire. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas moi, il faut que je me libère de quelque chose. Alors oui, les psys expliquent que papa-maman, mais bon, je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui me dominait.
Vous voyez que d'un coup, l'hypothèse de l'infestation devient très heuristique puisqu'elle permet d'expliquer des comportements qui étaient jusque-là inexplicables et qui relevaient de conflits de la volonté, tous ces comportements qu'on fait sans le vouloir ou qui se font contre notre meilleur jugement, pour reprendre les mots d'Aristote. Et alors là, on voit que à la fin, beaucoup de participants repartent avec cette idée d'infestation. Alors par exemple, et que les possessions motrices comme Violaine illustre, ont un effet vraiment un peu épidémique et vont notamment produire donc la diffusion de ce motif de l'infestation. Comme par exemple, il illustre ce premier témoignage, je dis voilà, il y a un truc bizarre qui s'est produit, il y a une fille qui avait une possession, donc il parle de Violaine, elle m'en a parlé après, et j'ai pensé, moi aussi je veux voir le démon et le faire sortir. Et donc il nous raconte qu'il va à la rivière prendre son bain avant la session d'ayahuasca, et là il y a pensé, et il se dit je veux voir le démon, le montrer, et à ce moment-là il pleut, et il y a une branche d'arbre qui tombe, et alors les branches sont souvent comme ça, et donc qui est tombée à pied, elle avait une forme de corne, donc vous voyez une branche qui était comme ça, comme un démon. Ça m'a tout de suite calmé. Donc, vous voyez que là, on a vraiment en plein ces effets d'éducation de l'attention, de procédure de recatégorisation des perceptions. Et un autre qui, lui, va découvrir la présence de démons à partir justement de ce cadre de l'acrasie, du conflit de la volonté. Après tout ça, j'ai réfléchi, je pense que j'ai aussi quelque chose comme une infestation. Je me suis rendu compte que j'étais happé par le porno depuis que je suis tout jeune. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter, mais je ne pouvais pas. Je me sentais coupable. Je me rendais compte que quelque chose ne va pas, je réalise qu'il y a quelque chose de mal parce que je n'aime pas ça, ça me dégoûte. Mais j'y reviens toujours. Donc, vous voyez, encore une fois, acrasie. Et là, à partir du modèle proposé, on va détecter la présence de démons. Et alors ça, donc vous voyez ici qu'on a des propriétés des psychédéliques qui sont mobilisées, la suggestibilité, quelque chose qui a été bien documenté et qui a été récemment confirmé par des études expérimentales, l'augmentation de la suggestibilité sous psychédélique, les états dissociatifs, les troubles du contrôle moteur qui sont là mis en scène de manière rituelle, mais aussi les propriétés noétiques des psychédéliques, c'est-à-dire une autre des qualités remarquables, des propriétés remarquables des psychédéliques, qui est que bien souvent les perceptions hallucinogènes ne sont pas du tout perçues comme des divagations de l'esprit, mais vous voyez, on ne voit pas des éléphants roses comme ça qui se baladent. Très souvent, c'est perçu comme l'accès à des éléments d'une réalité plus réelle encore que la réalité ordinaire. Et donc on a souvent ces effets, ces sensations de révélation non médiatisée dans les psychédéliques. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi bien documenté dans différents contextes. La grande sensibilité, évidemment, des psychédéliques aux facteurs extra-pharmacologiques, qui est une autre manière de nommer la suggestibilité. Et là, donc, vous voyez que ces propriétés rencontrent les facteurs extra-pharmacologiques propres à Takiwasi, avec une théorie étiologique et cosmologique, les interactions discursives, les interactions rituelles, et que la rencontre entre ces deux facteurs va conduire à l'intégration d'un nouveau modèle culturel qui va servir de base à des reconstructions narratives, donc qui vont permettre, parce qu'une fois qu'on découvre qu'il y a les démons, que les démons existent vraiment, qu'ils ont une influence sur ma vie, bah évidemment, d'un coup, ça va produire on va refaire son histoire biographique, l'histoire de ses symptômes, à l'aune de cette nouvelle théorie, et aussi, évidemment, d'une reconfiguration identitaire, puisque on sort de là quand même en se considérant soi-même de manière extrêmement différente de quand on est arrivé, puisque la plupart des participants baignent dans cette étrange épistémologie occidentale, où je suis moi-même, je suis au principe de mes actions, enfin voilà, cette mythologie du sujet dans laquelle on baigne tous et toutes. Et à la fin, bah non, on ressort de Takiwasi, bah non, en fait, je suis pas moi-même, je suis pas tout seul à l'intérieur, je suis aussi habité, donc je suis un être pluriel, perméable, je peux être pénétré par d'autres êtres qui ont une influence sur moi. Et donc ça, c'est très intéressant de voir, puisque j'ai effectué un suivi un peu longitudinal depuis plus de 10 ans maintenant avec certains de ces participants. Et c'est très intéressant de voir comment les participants finalement se mettent ensuite, après le passage à Takiwasi, à interpréter certaines de leurs pensées, de leurs émotions, non plus comme les leurs, mais comme le fait de l'agentivité d'agents externes habituellement invisibles. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, en situation de boulimie, quand Violaine revient chez elle, qu'elle a à nouveau envie de manger beaucoup, elle va l'interpréter non plus comme « ah, j'ai envie de manger beaucoup », mais les démons
me pousse à manger beaucoup. Et alors bon, j'en ai pas parlé là, mais il y a aussi évidemment, parce qu'une fois qu'on découvre qu'il y a les démons, on reste pas comme ça, hein, l'idée c'est de s'en débarrasser. Donc il y a toute une lutte spirituelle qui est initiée à Takiwasi, qui va passer par la mobilisation d'entités protectrices, pédagogiques, telles que l'esprit de l'ayahuasca, des entités du panthéon catholique, des esprits de la nature, des ancêtres, etc. Et beaucoup de participants vont aussi, quand ils vont par exemple avoir trouvé la solution à un problème ou des choses comme ça, vont voir ça comme non pas leur propre cognition, mais comme un conseil de l'ayahuasca. Vous voyez, donc on va se mettre à imputer certains de nos états mentaux, de nos émotions, etc., à des agents qui sont en nous, qui nous influencent, etc. Donc on voit, pour conclure, qu'on est aux antipodes de l'automatisme pharmacologique, hein, puisque le mécanisme d'action des psychédéliques, finalement, repose essentiellement ici sur l'amplification des facteurs contextuels. Et alors ça, c'est très intéressant sur l'efficacité thérapeutique, parce que, en fait, la plupart des participants se sentent guéris ou soignés par cette expérience. Or, quand je faisais du suivi longitudinal, je me rends compte que bien souvent, les symptômes ne disparaissaient pas ou se résorbaient pas nécessairement. Et pourtant, ils avaient l'impression d'avoir fait une expérience thérapeutique. Et finalement, c'est vraiment dans ces recadrages narratifs, dans ces productions narratives, que semblait résider ce qu'ils appelaient cette dimension thérapeutique de l'expérience. Puisque finalement, Violaine, ce qu'elle me disait, c'était, elle me dit, oui, mais maintenant, j'ai quelque chose, maintenant je sais ce que c'est. Vous voyez, donc l'éclairage du sens du mal, hein, au moins maintenant je sais ce que c'est quand j'ai ça. Et donc il y a ce scandale de l'acrasie, du conflit de la volonté, on ne comprend pas pourquoi on agit contre notre meilleur jugement. Maintenant on peut le comprendre, bah voilà, c'est parce que je ne suis pas tout seul à l'intérieur, ce qui est d'ailleurs une hypothèse assez catchy, hein, on peut comprendre que ça soit séduisant. Et puis évidemment il y a des comportements qu'on peut mettre en place, puisqu'on a identifié que c'est des démons, bah, on peut prier par exemple, on peut mobiliser des pratiques rituelles, etc., qui vont permettre de lutter contre ces dispositions. Et donc ces observations vont aussi un peu à contrario, ou en tout cas complètent les modèles dominants que je vous ai présentés au début, d'inspiration neuropharmacologique, qui vont proposer comme explication de l'efficacité thérapeutique des psychédéliques, essentiellement à l'aune du relâchement des schémas cognitifs et comportementaux qu'on a habituellement. Et là, en fait, ce que je viens de présenter souligne que, au contraire, les psychédéliques vont être au cœur de processus de production de sens, de dynamique de cristallisation des croyances, de vision du monde, de valeurs, de nouvelles dispositions comportementales, et qu'en fait, ça, c'est vraiment au cœur de l'efficacité thérapeutique. Alors évidemment, on est quand même loin du brainwashing, je tiens à le préciser, et du modèle qui a été érigé par l'État français, puisque évidemment la transmission des croyances se fait de manière très ambiguë, est pétrie de doutes, de réflexivité, et c'est d'ailleurs parce que bien souvent, comme Adrien, les personnes veulent vérifier, parce qu'ils doutent de ce que le spécialiste rituel leur dit, et parce qu'ils veulent vérifier, qu'ils vont faire ces expériences. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il y a des démons, ils n'y croient pas, mais enfin bon, ils ont quand même un peu le doute, ils vont dire bon, je vais mettre à l'épreuve ce truc, donc ils vont vraiment investir, d'ailleurs c'est assez intéressant, comme de bons modernes, ils vont investir le dispositif rituel hallucinogène comme une sorte de dispositif de mise à l'épreuve expérimentale de l'existence des êtres postulés par la théorie locale, et finalement c'est parce qu'ils doutent et qu'ils cherchent à vérifier qu'évidemment, quand vous doutez bien qu'après tout ce qu'on vient de se dire, si vous prenez un psychédélique en vous disant « bon, je veux voir les démons, je veux voir s'ils sont vraiment là », il y a de fortes chances que vous voyez les démons. Donc c'est paradoxalement parce que les sujets doutent et parce qu'ils veulent vérifier que bien souvent ils vont contracter les éléments de la théorie locale. Alors évidemment, je n'en ai pas parlé là, mais il y a beaucoup de gens qui vont ne pas prendre ce narratif de l'infestation comme leur passage à Takiwasi, même si bon, la majorité quand même va le faire. Et puis évidemment, il y a aussi, loin du brainwashing, le suivi longitudinal, hein, qui suggère que même si beaucoup de gens repartent avec ce narratif de l'infestation, il y a une grande variation interindividuelle dans la durée, la pérennité du maintien de ces représentations, qui va évidemment essentiellement dépendre du maintien des activités de ce type-là, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui vont continuer à se socialiser dans des pratiques rituelles comme celle-là, parce qu'en France, on va proposer aussi dans les groupes, dans les réseaux liés à Takiwasi, des purges de tabac, des choses comme ça. Et donc c'est évidemment les personnes qui vont participer à ces choses-là, qui vont continuer à maintenir le plus ces représentations-là. Et donc finalement, ces observations soulignent
à la fois le pouvoir des psychédéliques dans la transmission des croyances et des visions du monde, et en même temps le poids des institutions sociales dans le maintien de ces croyances. Alors évidemment, tout ce dont on vient de parler là souligne quand même pas mal de questions, d'éléments de propriétés remarquables des psychédéliques, comme la suggestibilité, la question des propriétés noétiques, de la transmission des croyances, etc., qui, comme ça vous aura sans doute pas échappé, posent quand même quelques questions éthiques, n'est-ce pas? Et donc qui vont notamment poser des questions à la fois épistémologiques et éthiques dans le cadre de la médicalisation contemporaine des psychédéliques, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé trop longtemps. Voilà, merci beaucoup de votre attention.